si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Très heureuse de vous retrouver après des semaines d'absence, touchées aussi par le Covid, comme un certain nombre d'entre vous ou de vos proches ou vos amis, et encore en convalescence, mais vraiment contente de pouvoir retendre le micro à ceux qui ont une parole libre et qu'on n'entend pas forcément vraiment dans les médias. Alors je vous préviens, ce podcast n'est pas feel good et j'ai souhaité à nouveau réaliser un entretien avec Anne-Laure Buffet à propos de la violence. On va parler avec elle des violences intrafamiliales, des violences conjugales, de l'inceste. Les propos évidemment de Anne-Laure Buffet sont sans concession. Et elle nous donne des pistes de compréhension sur l'état actuel de notre société, de son devenir, de cette perte de repères et de ceux qui cassent sans vraiment apporter des solutions pour la reconstruire. Alors n'hésitez pas à réagir et à témoigner à la suite de votre écoute. Et merci vraiment à tous et à chacun pour votre soutien et puis pour vos réactions à venir. Anne-Laure Buffet, bonjour. Bonjour Sophie. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'être là. Pour une deuxième fois au micro de Ouvrons la fenêtre et je suis heureuse de vous inviter à nouveau parce que votre intervention de la dernière fois a suscité beaucoup de réactions et a apporté énormément aux auditeurs du podcast. Écoutez, j'en suis ravie. Donc, bonjour les auditeurs. Merci. Et on va parler évidemment avec vous de la violence. Alors je sais que la période ne se prête pas forcément. On voudrait parler de choses plus joyeuses, plus gaies, peut-être plus légères, et en même temps ça fait partie de notre société, peut-être plus que jamais. Et il faut encore en parler toujours. Ah, ça, de toute façon, il faudra toujours en parler. Et au-delà de la crise du Covid, alors c'est vrai qu'elle est révélatrice de beaucoup de choses individuellement, socialement, collectivement. Elle montre beaucoup de choses et elle est très génératrice de plein de formes de violences différentes. Mais il faudra toujours en parler parce que si on pense que se contenter d'en parler, d'avoir vaguement compris quelque chose, d'avoir vaguement, pour ce qui est du système légal, mis en place une loi ou deux lois et que c'est suffisant. Ou des numéros, pour rappeler. Voilà. Les fameux numéros verts, si on pense que c'est suffisant, on se trompe complètement. Et je crois qu'à chaque fois qu'on réfléchit à la violence, il faut bien sûr essayer de s'intéresser et soulager les personnes qui vivent actuellement des situations très complexes. Mais il faut aussi se projeter, le faire tant pour nous ou nos proches que pour les générations à venir. Alors déjà, on leur promet une société dans un monde où le climat sera catastrophique, l'écologie catastrophique, l'économie catastrophique, l'espoir vachement endommagé. Si en plus on ne s'intéresse pas à ce qui reste d'humain ou d'humanité à construire et à développer, on ne s'en sortira pas. Et la violence nécessairement ressurgira toujours. On ne peut pas éradiquer la violence. En revanche, on peut en comprendre un certain nombre de mécanismes pour s'en protéger, l'éloigner, la limiter, et puis quand il le faut, réprimer, être dans un système parfois plus répréhensif que restauratif. Mais s'il faut le faire, par moment, simplement expliquer ou pardonner est loin d'être suffisant. J'ai eu pas mal d'échos de collègues, de vos collègues aussi, comme vous, qui recevaient beaucoup en consultation ces semaines-ci, ces temps-ci, avec énormément de souffrance. Oui, c'est difficile. C'est un constat qu'on a fait avec plusieurs amis qui sont, je vais dire, largement, enfin au sens large, dans le domaine du soin, pas forcément thérapeutes, mais dans le domaine du soin et des bénévoles également. C'est qu'il y a un vrai épuisement social et il y a une vraie difficulté chez les professionnels parce que là où on arrivait encore à nourrir de l'espoir, là l'espoir il est arrêté. Et alors c'est arrivé à remettre en route l'espoir en disant il est arrêté ponctuellement, il n'est pas arrêté définitivement. On est en 2021, comment on se projette à dans 6 mois, comment on se projette à dans 1 an, comment on peut chaque jour se nourrir un tout petit peu.
on finit par arriver à des conseils assez basiques, hein, malheureusement, de sortir, marcher, appeler un ami, une amie, écouter une chanson qui vous plaît. Mais c'est ça aussi qui nous nourrit, et c'est revenir à des essentiels qui sont très, très, très simples. Mhm. Mais c'est revenir à ça, plutôt que de s'enfermer dans un système de rumination, alors là, qui vire au traumatisme. Donc, pas de possibilité de projection à moyen long terme, donc pas d'espoir, ça explique cela. Alors, En fait, c'est ça. c'est paradoxal. C'est-à-dire que la projection à long terme est possible. C'est la projection à moyen et court terme qui n'est pas possible. C'est là où ça s'est presque inversé. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que moi, les personnes que je reçois le plus sont des personnes qui vivent des souffrances intrafamiliales et conjugales. Mais là, sur un an de Covid, si je peux le dire comme ça, là où l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à leur demander de se projeter à dans 10 ans, parce que déjà, dans un an, leur semblait très compliqué comment se séparer, comment s'éloigner, comment divorcer, comment récupérer la garde des enfants s'il le faut, comment dénoncer une violence ou un inceste. Déjà, elles avaient du mal, donc elles n'arrivaient pas du tout à se projeter à dans 10 ans, parce qu'enfermées dans un système d'emprise. Là, ce qui les sort de cette idée d'emprise ou de cette peur de l'emprise, c'est de dire, à dans 10 ans, voilà, à dans 10 ans, vous voudriez quoi? Et c'est tellement éloigné de cette réalité dans laquelle on est aujourd'hui, qui est enfermée systématiquement parce que couvre-feu, parce que confinement, parce qu'il n'y a plus rien. Hein. La vie culturelle, la vie esthétique, la vie sociale, la vie joviale est arrêtée, que si on leur dit dans 10 ans, vous voyez où? Là, ils arrivent vraiment à se projeter. Donc, c'est assez étonnant. Enfin, moi, c'est le constat que moi j'ai fait. Cette espèce de décalage complet où ce qui était impossible il y a un an devient possible maintenant. Et inversement, leur dire, alors, puisque dans 10 ans, vous voudriez vous voir, je vais dire n'importe quoi, mais avoir déménagé en province, enfin, avoir changé de métier, etc. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans 6 mois? Et là, plus rien. Plus rien, parce que, ben oui, mais dans 6 mois, on ne sait pas où on sera, on ne sait pas avec quoi on va C'est vivre, on l'inconnu. ne sait pas si on aura encore un travail, on sait... Et il y a cette espèce de... Alors, ce qui est bien, c'est que ça peut ramener les personnes à un imaginaire ou à quelque chose de l'ordre du rêve sans que ça tombe dans le fantasme. Et on en a besoin, puisque le rêve, on ne nous l'a pas interdit, mais enfin, il est quand même très limité en ce moment. Mais en même temps, c'est vraiment du domaine du rêve, c'est décrocher de la réalité. Et pourtant, on y est, de plein pied dans cette réalité. Donc, il faut vivre avec. Vous vous rendez compte comme elle est terrorisante, la réalité. Normal que les gens décrochent. Pour ça qu'on a aussi... il est inévitable d'en parler. Hein. C'est une violence. Ça répond en tout cas à une violence ou à une peur. Tout ce qui est théorie du complot, les conspirationnistes, c'est une réponse à une peur. Quand on se demande aujourd'hui pourquoi autant de personnes se sont orientées vers, se rassurent avec les théories du complot, et il y en a plus d'une de théories du complot qui se soit développée, ça répond très clairement à une peur. Alors après, c'est dommage d'y adhérer, surtout qu'y adhérer semble facile, en sortir, c'est sectaire, donc c'est presque impossible. Mais en tout cas, c'est compliqué. Mais le discours est tellement bien rodé, il est tellement construit, il amène à une appartenance, à un sentiment de faire partie d'un groupe, à un sentiment d'être compris et compréhensible, que face à la peur dans laquelle on est, de tomber malade, de mourir, de ne plus avoir de travail, de perdre ses proches, ça rassure. Ça rassure, on pense comme l'autre. Si on pense comme l'autre, c'est qu'on a raison. Et puis vous étudiez les théories du complot, les discours, ils sont très très bien ficelés. Très très bien ficelés. La violence, Anne-Laure Buffet, on la pressent, on la connaît évidemment dans le domaine familial. Encore plus peut-être parce qu'on est confiné, parce qu'on est enfermé, parce qu'on est isolé surtout aussi. Mm-hmm. En 2019, il y a eu, on parlait tout à l'heure des numéros que l'on peut appeler pour signaler ou en tout cas pour témoigner de ce que l'on peut vivre. 22% d'appels traités en plus dans cette période entre 2019, 2020, 2020 surtout. 22 appels traités en plus pour des violences conjugales et familiales. En 2019. En 2020... mars-avril 2020, je ne vous dirai pas les chiffres parce que je vais me tromper sur le chiffre et je préfère donner un chiffre exact. Mais le nombre d'appels entre janvier et février 2020 et mars-avril 2020 au numéro le plus connu, à savoir le 3919, a triplé en 2 mois.
en gros, a triplé. Alors, je ne vais pas vous le donner exactement, mais oui, c'est colossal. Quand on parle des violences intrafamiliales, alors, ce sont des sujets qui sont tellement compliqués que forcément, si on essaye d'aller dans un sens, on risque pas de tirer sur l'ambulance, l'expression est mal choisie d'ailleurs, mais de mettre en porte-à-faux certaines personnes. Et là, je pense par exemple aux enfants et à l'éducation nationale et à l'école. Bien évidemment, je pense que les enseignants, quel que soit le niveau, viennent de traverser une année qui est complètement délirante, qui les a complètement obligés à très très vite s'adapter dans un monde où ils n'étaient pas forcément adaptés, pas préparés. Ça, je n'ignore pas du tout les difficultés qu'ils ont dû rencontrer et je les plains tout comme on peut les féliciter. Mais ce qui est certain, c'est que je crois quand même que d'avoir tenté de tenir bon, et peut-être surtout dans les milieux, plus on allait vers les milieux ruraux et plus c'était important d'avoir tenté de tenir bon avec l'école. Et la petite école, c'était aussi un moyen de protéger certains enfants, soit de maltraitance physique, soit de maltraitance psychologique. Bien évidemment, les maltraitances sexuelles, je ne vais pas les ignorer, mais parfois de problèmes sans avoir des parents de maltraitants. Mais quand les parents ont plus d'argent, il faut bien que les enfants soient nourris. Et un repas par jour parce qu'il y a la cantine. C'est pas génial, mais c'est mieux que zéro, parce que c'est un lieu d'écoute, parce que c'était encore un lieu de sociabilisation, parce que... Alors bien évidemment, encore une fois, pour les enseignants, ça a dû être un véritable cauchemar, mais ça a été un lieu qui pouvait éloigner pendant un temps les enfants. Pour les enfants. Et c'était important de pouvoir... Alors après, on ne peut pas obliger non plus à conserver l'école, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, l'école en présentiel, hein. Mais c'est vrai que c'était un moyen de proposer un peu autre chose aux enfants et surtout aux plus petits. On a l'impression qu'on parle plus de cette violence, Anne-Laure Buffet, ces derniers temps, autour d'événements people, comme on pourrait dire. Alors grâce ou à cause de, je ne sais pas. Et en même temps, on a l'impression qu'on rame, parce qu'il faudrait toujours se justifier de cette dénonciation de la violence. Par quel bout je prends votre question pour y répondre? Comment peut-on expliquer aujourd'hui, mais on n'y arrivera pas en 40 minutes d'émission, mais comment peut-on expliquer aujourd'hui, en 2021, qu'on soit encore obligé de devoir justifier une violence, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle touche des enfants? On a parlé beaucoup d'inceste ces derniers temps, entre autres choses, mais on a l'impression qu'il faut justifier le fait d'être victime de violence. La victime doit se justifier, ça c'est certain. Qu'elle soit victime, encore une fois, de violence conjugale ou intrafamiliale, schématiquement, c'est vu comme étant de sa faute. Donc elle a forcément fait ou dit, ou pas fait ou pas dit, quelque chose qui fait que l'auteur de la violence est en partie, pour le moins en partie, excusé d'eux. Après, ça dépend quand même des contextes, ça dépend quand même des histoires familiales. Ce qui est certain, et alors là... J'espère que je ne vais pas trop mettre les pieds dans le plat. Je dis ça parce que, juste petit aparté, hier, j'ai eu droit à une espèce d'échauffourée où j'ai entendu dire de moi que je genrais la violence. Et s'il y a bien une chose qui m'a été reprochée pendant très longtemps, c'était de non seulement pas la genrer, mais de pas assez défendre les femmes. Alors, genrer, ça veut dire, Anne-Laure, que là, a priori... Ce sont les hommes qui sont la plupart du temps les auteurs de violences. C'est que là, on me reprocherait de trop prendre la défense des femmes depuis 6 mois, alors que jusqu'à il y a 2 ans, on me disait que je prenais pas assez la défense des femmes. Donc je ne sais pas trop comment me positionner. Je crois surtout que comme ça touche aux émotions de chacun, en fonction de comment on le lit, comment on le perçoit au moment où on lit, où on entend quelque chose, on va se dire c'est pour, c'est contre, etc. Mais ce qui est certain, et ça fait partie de toute la réflexion, c'est que structurellement, notre société repose sur quelque chose, et je vais employer un mot que je n'aime pas, donc si je l'emploie c'est qu'il a un sens, elle repose sur des fondamentaux patriarcaux. Et structurellement. Donc structurellement, on laissera toujours au genre masculin le droit, la possibilité ou l'excuse
d'avoir eu une bonne raison s'il a abusé, s'il a cogné, s'il a maltraité, s'il a violenté. C'est pas de sa faute, c'est peut-être l'éducation qu'il a reçue, c'est pas de sa faute, c'est sa femme qui a pas compris, c'est pas de sa faute, c'est qu'il avait... C'est pas de sa faute parce que c'est une pas de sa faute. pulsion. Voilà. Donc structurellement, on excuse beaucoup plus les hommes. Individuellement, il y a des femmes qui sont pour le moins autant, voire bien plus maltraitantes que les hommes, mais c'est pas structurel. Et c'est la grosse différence, c'est que chez les femmes, psychiquement, il y a quelque chose qui va se mettre à dysfonctionner, c'est une pathologie, c'est une maltraitance qu'elle-même aura vécue, c'est un traumatisme, donc la résurgence du traumatisme, mais c'est individuel. Lorsque chez l'homme, c'est structurel, c'est social, et il est encore aujourd'hui socialement excusé. Là, quand on parle, puisque vous parliez des people, quand on parle de l'affaire Kouchner, du livre de Camille Kouchner et l'affaire du Hamel, plus exactement, encore aujourd'hui, je l'ai lu, je l'ai entendu je ne sais combien de fois, oui, mais c'est une autre époque. Alors, ok, c'était une autre époque, indéniablement, c'est pas une raison. Parce que si on continue d'excuser en disant c'est une autre époque, fondamentalement, ce qu'on évite de voir, c'est les conséquences sur les enfants qui deviendront des adultes, qui peuvent avoir des enfants, etc. Alors on met en lumière ces cas parce qu'ils sont médiatiques et on Ouais. le disait tout à l'heure, ce sont des people entre guillemets. Je repensais à Camille Kouchner qui, ces derniers temps, on a l'impression qu'elle appuie sur ce fait d'avoir peur en fait de nuire ou d'avoir eu peur de nuire. Alors, c'est une personne célèbre, mais qu'en est-il de toutes les femmes lambda, les enfants lambda, de familles qui resteront dans l'inconnu et qui n'oseront pas aller porter plainte, n'oseront pas parler La à un peur de enseignant. nuire. La peur de nuire. La peur de faire mal à l'auteur de l'agression. Parce que si l'agression a eu lieu, c'est bien parce qu'en amont, il y a un lien. Et alors, surtout quand on parle de l'inceste, indéniablement, il y a un lien. Il ne faut pas oublier que l'inceste, on n'arrête pas de le répéter et il ne faut jamais arrêter de le répéter. L'inceste se construit, se déroule parce qu'il y a un lien en amont qui existe, qui est un lien extrêmement particulier, où il y a une autorité qui repose sur un enfant venant d'un adulte et que, indiscutablement, on accorde à cette autorité depuis des décennies, voire des siècles, le droit à la bienveillance spontanée, le droit à l'amour spontané, le droit à la protection spontanée. Parce que c'est le parent, ce qui est complètement faux. On a lutté pendant des années pour expliquer aux femmes que l'instinct maternel n'existe pas, donc l'instinct parental, l'amour qui s'imposerait naturellement aux parents envers son enfant, et la connaissance, la compréhension de ce qu'est un enfant par le parent ne s'impose pas plus que l'instinct maternel. Ça nous rassure, ça nous fait croire un certain nombre de choses, ça nous permet d'affirmer un certain nombre de choses. Un parent est forcément aimant et un enfant est forcément obéissant. Non, ça a permis de construire la société, d'accord, mais c'est faux. Mais cette croyance, elle fait encore penser qu'il n'est pas possible qu'un parent abuse de son enfant. Donc si un parent abuse de son enfant, c'est bien parce que son enfant, à un moment, fait quelque chose. Et puis un parent qui commet, n'importe quel parent qui commet un acte qui va s'énerver un peu trop, qui éventuellement, je suis contre bien sûr, mais va donner une fessée, une gifle. Si c'est un parent bienveillant, si c'est je vais mettre des gros guillemets, bon parent, il va ensuite aller parler avec son enfant. Il va lui dire... Et ce sera ponctuel, ce n'est pas dans la répétition. Et puis il en parle. L'inceste, le parent ne va pas en parler. Donc ça existe, l'enfant sait que ça existe, mais en même temps, c'est pas normal que le parent lui fasse ça parce que l'enfant sent que c'est une agression. Mais en même temps, puisque personne n'en parle, est-ce que ça a vraiment existé ? Et ça crée en plus autre chose qui est extrêmement pervers pour le coup, c'est que très souvent, le parent va choisir un enfant. Si on prend le cas d'Olivier Duhamel, il a porté son dévolu, si je dois le dire comme ça, sur Victor, enfin celui qui est nommé Victor, oui. Mais pas sur Camille. Et ça crée une ambivalence qui est terrible chez l'enfant, qui est c'est pas normal, je n'aime pas ce que mon parent, beau-père me fait, mais je suis choisi, je suis l'élu. Et si je le dénonce, si je le repousse, si je refuse, je perds cette place d'élection. Je ne suis plus le préféré. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, d'un adolescent, Anne-Laure Buffet, dans ce cas-là ? Psychiquement, c'est pas vivable. Psychiquement, c'est ce qu'on appelle la sidération qui s'installe sur le long terme.
C'est-à-dire que comme il y a trop de paradoxes, il y a trop d'ambivalence, il y a trop d'incompréhension, il y a trop de mutisme, il y a une menace qui rôde. C'est-à-dire tout de même si elle n'est pas verbalisée de la part de l'auteur de l'agression, l'enfant le sait. Si je n'accepte pas, je risque quelque chose. Il y a cette menace de révéler un secret, et de rompre le silence. Et rompre le silence, c'est extrêmement dangereux. Et il faut bien entendre que l'auteur de l'agression, l'auteur de l'inceste, ne va pas dire à l'enfant « je t'interdis d'en parler ». Il ne le dit pas comme ça. Il va lui dire « c'est un secret entre toi et moi, c'est vraiment particulier, tu as beaucoup de chance ». C'est là où je dis, il fait croire à l'enfant que l'enfant est un élu. Je pense que vous avez vu, que beaucoup de personnes ont vu maintenant le film tiré de la pièce d'André Bescon, Les Chatouilles. Alors, c'est un acte de pédocriminalité, c'est pas directement de l'inceste. Mais enfin, c'est quand même une agression sexuelle sur mineur. Mais c'est bien ce que lui fait croire le meilleur ami de ses parents à cette petite fille. C'est je viens te voir, mais parce que tu es particulière, parce que tu es la plus jolie, la plus gentille, tu es ma préférée, je peux jouer avec toi. Et c'est toute cette ambivalence qui est insupportable pour un enfant, parce qu'il sait qu'il est en train de tout perdre, il peut pas le dire. Il sait qu'il pourrait perdre beaucoup plus, il peut pas le dire. Ça lui fait quand même mal. Et ça, faut pas l'oublier non plus. C'est sans rentrer dans les détails les plus trash, il faut bien imaginer le corps d'un adulte qui rentre dans le corps d'un enfant. Donc c'est tellement abominable que notre esprit ne veut pas y penser. Notre esprit, lorsque nous sommes sains, heureusement, ne veut pas et ne peut pas y penser. Mais la réalité de l'inceste, elle est là. D'où cette négation, parfois même souvent. Négation, l'oubli. L'oubli, de la part des parents, de la mère, par exemple, des mères. On voit souvent dans ces cas d'inceste, et le cas de Camille Kouchner aussi est un exemple, qu'il y a une négation de la part de l'autre parent. Quand un enfant essaye peut-être de chercher secours. Je pense que pour beaucoup de mères, c'est inconcevable. Enfin, pour beaucoup de mères qui sont, avant d'être mères, des êtres humains, c'est inconcevable. C'est insupportable de se dire « je n'ai pas vu, je ne vois pas, je n'ai pas pu protéger mon enfant ». Donc pour beaucoup, elles tombent dans un déni complet. Mais il y a certaines mères qui y trouvent parfaitement leur compte. Vraiment, elles le disent, après tout, elles vont même se mettre en concurrence avec l'enfant qui est abusé, c'est-à-dire soit reprocher d'avoir volé le père, soit avoir dit c'est de ta faute, tu as séduit, tu m'as volé mon mari. C'est des choses que j'ai entendues en consultation. Donc on peut pas... Encore une fois, pour le coup, pour les mères, c'est très individuel. Il y en a qui vont vraiment être dans un déni complet. Il y en a qui vont jouer les grandes innocentes aux mains pleines, et finalement, d'une certaine manière, ça les arrange. Et puis, il y a toutes celles qui vont dénoncer l'inceste. Et aujourd'hui, dénoncer l'inceste en France, eh bien, bon courage, mesdames. Bon courage, mesdames. Et alors, il y a un livre que je vous invite à lire. Accrochez-vous avant de le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce qu'il est nourri de témoignages qui sont absolument effrayants. Ça s'appelle La loi des pères, ça a été écrit par Patrick Jean. Il est sorti il y a 2 ans aux éditions du Rocher. Et Patrick Jean a fait toute une enquête. Il a infiltré les milieux masculinistes, et puis il a fait toute une enquête auprès des femmes dont les enfants étaient victimes d'abus sexuels, d'inceste. Et tous les suivis juridiques et judiciaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut sortir certains enfants de ces situations-là, et parfois, les mères s'en tirent pas trop mal avec une garde alternée. Maintenant, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi systématiquement, quand une femme dénonce l'inceste, l'enfant va être examiné sous toutes les coutures et puis oublié. Elle va d'abord être considérée comme folle, menteuse, éventuellement hystérique ou fusionnelle ou je ne sais quoi. Prenez en otage l'enfant. Exactement. Souvent dans des questions de séparation. Et on se retrouve avec des enfants qui sont placés ou qui sont placés chez le père. Donc, c'est un sujet, je crois qu'on commence vaguement à en soulever 10% du très lourd voile qui repose encore sur l'inceste. Ça veut dire que jusqu'au moment où la victime ne sera pas entendue, ça ne sera pas réglé ? Bon, c'est pas parce qu'elle a entendu que ça sera réglé. Vous faites preuve d'un optimisme. C'est génial. Pas réglé. Au moins qu'elle soit entendue. Vous savez, je crois qu'une victime n'est entendue que quand elle s'entend elle-même.
C'est ça le plus terrible, c'est que on espère que la justice puisse entendre et puisse même mettre le mot, dire vous êtes victime. Alors je dis pas qu'elle le fait jamais, hein. Il y a quand même des cas, heureusement, il y a quand même souvent l'intervention juridique, enfin l'intervention des magistrats porte ses fruits. Mais c'est pas parce que on va dire à 60%, et encore j'en sais rien, je dis un chiffre vraiment comme ça, c'est pas parce qu'à 60% ou 70% des cas traités, la justice rendrait la justice, qu'il faut oublier les 30%, parce que les 30% qui ne sont pas traités, ben c'est autant de cas où il y a des enfants, où il y a des mères, parfois des pères, mais en tout cas des humains qui sont abîmés, qui sont oubliés, qui sont laissés sur le carreau, qui ne sont pas entendus. Alors oui, bien sûr, que la justice entende, c'est bien, que les thérapeutes aident à formuler les choses, c'est bien. C'est la première personne qui doit s'entendre, c'est la victime elle-même, et si quand elle dit « je suis victime d'eux », elle est déjà ou encore dans la honte ou dans la culpabilité, ou qu'elle se reproche d'avoir dit dans le secret de la thérapie que papa, maman, ou le conjoint, ou le grand frère, la grande sœur, je ne sais qui, a commis un acte criminel, tant qu'elle ne l'entend pas, c'est-à-dire que tant que c'est émotionnellement refusé et rationnellement trop compliqué à dire, en face, elle n'aura jamais un écho de qui que ce soit. C'est aussi peut-être une façon de se protéger, en fin de compte, d'avoir construit quelque part un mécanisme de sauvegarde. Vous savez, je crois qu'il y a un mot qui est terrible, c'est le mot victime, en fait. Parce que c'est un mot qui affaiblit beaucoup. Quand on dit à quelqu'un qui est victime, enfin, quand on dit à une personne victime qu'elle est victime, on l'affaiblit. Parce que c'est passif. Ouais, complètement. Donc c'est comme si on était en train de lui remettre un parpaing sur la tête en disant bon ben de toute façon comme ce que tu sais faire c'est souffrir, continue. Alors que en tout cas en thérapie, dans notre travail de thérapeute, si on le nomme, c'est parce que c'est le seul mot de la langue française qui qualifie cette situation, il n'y en a pas d'autre. Autant on est très très riche dans notre langue pour décrire des couleurs, pour décrire des sentiments, pour décrire des lieux, autant pour l'état de victime, il n'y en a pas d'autre. Donc, et j'ai cherché, hein, il n'y en a pas d'autre. Donc, et on est victime d'une escroquerie, on est victime d'un accident de la route. Il n'y a pas de nuance. Voilà, on est victime. Donc ça ramène à sans défense, passif, et c'est comme si c'était définitif aussi. Je te qualifie de victime, donc tu n'as plus la possibilité d'évoluer. C'est un mot qui est terrible à porter. Qui enferme dans un état. Et tant que la personne victime l'entend comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable encore, elle n'a pas encore eu le ressort pour se dire « Ah ouais, ok, donc ce que je suis, c'est victime de. Et maintenant, je dois me donner les moyens d'en sortir », elle est enfermée. D'ailleurs, nous sommes victimes du Covid actuellement. On l'entend tous les jours. Hein. Donc on est victime du gouvernement parce qu'il nous a encore enfermés, on est victime du confinement, on est victime de la crise. C'est un mot qui est employé à toutes les sauces. Mais vous prenez une victime d'inceste, c'est quoi une victime d'inceste ? C'est un enfant sans défense, qui est en confiance, qui accepte pleinement ce qu'on lui fait, qui ne comprend pas, et dont la structure émotionnelle, psychique, affective, relationnelle, sociale est brisée. Ça, c'est une victime. Brisée ? Oui, elle est brisée. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas réparable. Elle est oui, brisée. Oui, c'est ça. Hein. Quand on prend un vase, qu'on le balance par terre et qu'il est brisé, on peut le recoller. Vous connaissez cette technique japonaise. Alors, à chaque fois, je l'évoque et à chaque fois, j'oublie le nom. Un jour, je vais mettre au japonais. De reconstituer un vase brisé avec la peinture d'or. Oui. Donc, non seulement l'enfant brisé, on peut le réparer, mais on peut même lui permettre de sortir de lui le plus beau de ce qu'il avait, qu'il n'aurait peut-être pas trouvé la lumière s'il n'avait pas connu la violence qu'il a connue. Et c'est valable pour toutes les personnes qui subissent une violence psychologique, une violence physique intime. Donc on peut réparer, on peut restaurer quelqu'un. Je préfère le mot restaurer d'ailleurs. C'est la restauration pour moi, c'est comme une œuvre d'art. Restauration plutôt que résilience, ce fameux mot qu'on emploie à toutes les sauces. Mais justement, voilà, vous pouvez le dire, il est à toutes les sauces. Résilience. Mais en plus, c'est pas pareil. La restauration, c'est permettre à quelqu'un de découvrir et d'exposer ce qu'il a de plus beau. La résilience, c'est la capacité à
à dépasser un événement traumatique, à revenir à son état initial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors on parle de résilience, mais il y a autre chose qui est en train d'être étudiée comme terme, c'est la croissance traumatique, qui est alors, très rapidement, la résilience, c'est la capacité à revenir à son état d'avant le choc. La croissance traumatique, c'est la capacité à transformer le trauma, à transformer le choc parce qu'il a été compris, parce qu'il a été analysé, parce qu'il a été intégré, et à sortir de ce trauma, à sortir le meilleur de la personne qui a été en souffrance. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que tout le monde est résilient, et celui qui dirait non mais en fait je suis pas résilient, quoi, j'ai simplement dépassé l'état traumatique. De pas résilient, tu devrais. Non, c'est pas un diplôme d'être résilient, c'est une situation. Une situation, oui. Je vous cite Anne-Laure parce qu'on parle beaucoup de violences psychologiques. Alors, on parlait aussi des violences physiques, mais on oublie parfois les violences psychologiques qui sont malheureusement souvent présentes au sein de la famille et au-delà, d'ailleurs. Même peut-être dans le travail, on en entend beaucoup parler en ce moment aussi, dans les relations, en tout cas humaines. La violence psychologique, alors vous en donnez cette définition, un ensemble de comportements, paroles et actes visant à satisfaire un individu, le prédateur, aux dépens d'un autre, la proie, pouvant aller jusqu'à la destruction complète et la mise à mort, et le plus souvent mise en œuvre sans que personne ne puisse en témoigner. C'est pas mal ce que j'ai écrit. C'est pas mal, hein? Ouais. J'ai écrit ça. Non, je sais très bien quand je l'ai écrit. Oui, oui, c'est. Sans que personne puisse en témoigner. Mais personne ne peut en témoigner de la violence psychologique. C'est-à-dire que si, il y aura peut-être quelques témoins. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? Peut-être, souvent. Ils vont se taire et ils vont pas forcément comprendre. Au moment où ils vont être en situation de témoin, ils vont pas forcément comprendre que là, il se joue quelque chose de l'ordre de la violence psychologique, parce qu'ils sont témoins d'un moment. Mais la violence psychologique, c'est pas un moment. La violence psychologique, c'est elle est présente tout le long de la relation. C'est pas parce qu'un soir, dans un couple, il va y avoir une sublime engueulade que c'est de la violence psychologique. Les situations les pires avec de la violence psychologique, justement, il n'y a pas de conflit. Le conflit, il est latent, mais il est silencieux. La victime de la violence sait que dès qu'elle va bouger, respirer différemment de ce qui est attendu d'elle, elle est en danger. Donc elle est sous contrôle en permanence. Mais c'est pas pour autant que face à elle, elle va avoir quelqu'un qui va lui dire systématiquement tu dois respirer comme ça. Et puis dans les cadres, souvent dans la violence psychologique, l'auteur de la violence est très prudent dès qu'il y a des témoins, donc il montre rien. Ou il va le tourner en dérision, il va dire que c'est de l'humour, il va dire que c'était pas voulu, il est vraiment désolé, et il est d'autant plus violent après. Mais la violence psychologique, en plus, alors on parlait de l'inceste, là on parle de la violence psychologique. Moi j'ai tendance à dire qu'il n'y aura jamais de violence physique sans violence psychologique, elle est le terreau de tout. Et quand on parle d'inceste, il y a quelque chose dont on parle très peu, et pourtant il faudrait en parler. Alors pour le coup, il faudrait former, il faudrait faire de la prévention tout le temps, partout, dans les PMI, à l'école, auprès des sages-femmes. C'est l'incestuel. Parce que l'incestuel est la racine de l'inceste. C'est un climat, l'incestuel, où l'enfant n'est plus enfant, mais il est déjà objet sexué aux yeux du parent. Le livre qui a incité Camille Kouchner à écrire La famille agrandée, c'est le livre de Sophie Chauveau, La fabrique des pervers. Et dedans, elle décrit extrêmement bien ce climat incestuel où il y a une confusion des genres, une confusion de la parole, une confusion générationnelle, où tout est mélangé, tout est refusé, accepté en même temps, tout est proposé, interdit en même temps, et ça tourne toujours autour de la sexualité ou de la sexualisation de l'individu. Et je crois que, bien sûr, il faut dénoncer l'inceste, bien sûr, il faut combattre les risques d'inceste et les situations incestueuses, mais si on le fait sans parler de l'incestuel et sans comprendre l'incestuel, c'est un peu comme si on se faisait comme si on nettoyait très très bien les dents sans avoir nettoyé les caries. On entend souvent ça, Anne-Laure Buffet, on le disait tout à l'heure, ah oui, mais ça c'était avant, voilà. On se dit, tiens, allez, dans les années 70, c'était comme ça faisait partie de la société, ça faisait partie de cette morale, entre guillemets. On parlera de la morale tout à l'heure, mais et justement, ce climat incestuel n'est-il pas plus important aujourd'hui
par rapport à cette sexualisation des enfants qui est encore plus exacerbée? Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement perdue, qui est à la fois extrêmement hypocrite, à la fois très prude, avec un côté qui serait presque victorien, tellement il faudrait se prémunir et se préserver de tout et du reste, où on parle du consentement à tout bout de champ, et c'est nécessaire, et bien évidemment, il faut expliquer ce qu'est le consentement et ce que c'est que de dire non, et que dire non peut être silencieux. Mais on a l'impression que les personnes aujourd'hui, quand elles se rencontrent, pas les jeunes gens, hein, tous, il faudrait presque qu'on ait déjà le menu de comment va se dérouler la rencontre et ensuite la relation, et qu'on ait coché en amont toutes les cases de toutes les étapes pour être sûr que jamais on ne trahisse ou on ne soit trahi par l'autre. Ça me semble quand même un petit peu ruiner ce qu'il y a de spontané, d'humain et d'émotion dans le lien. Et en même temps, au nom de il faut être tolérant, il faut être bienveillant, il faut que chacun puisse s'exprimer, il faut que la liberté individuelle soit respectée, quand bien même elle limiterait la liberté du collectif, on voit apparaître des mouvements, des comportements, des courants de pensée, enfin, ça part dans tous les sens. Je trouve qu'il est extrêmement compliqué de se situer, que si on est justement par rapport à l'incestuel, si on est à se dire non, moi j'ai pas envie devant mes enfants de me promener nue, on va avoir alors 4 réponses, mais quasi au même moment. L'une, ça va être t'es complètement coincé, si t'expliques aux enfants tout va bien. L'autre, ça va être non mais attends, de toute façon, pour que l'enfant grandisse, il doit aussi comprendre le corps de l'autre, et c'est normal tant qu'il n'y a pas de sous-entendu. Troisième personne qui va dire ah non mais surtout pas, on doit complètement séparer, donc là on va s'enfermer, c'est limite si on revenait pas au 19e siècle. Enfin on n'a plus de repères. On a cassé tous les... Oui, en fait, ça. Au nom de avant c'était comme ça et c'était pas bien, on a tout cassé, mais on n'a rien construit. Quels seraient les repères alors ? Quel serait le... Je ne veux pas te dire juste milieu, parce qu'il n'y a pas de juste milieu, mais c'est quoi ? Une éducation qui est défaillante, qui manque, une éducation déviée L'éducation est défaillante, un relativisme l'éducation est manquante pour beaucoup de choses. La peur pour un certain nombre de personnes, la peur de faire mal empêche de faire. C'est pas parce qu'on va dire non, alors pour le coup, à nos enfants, c'est pas parce qu'on va leur dire non qu'on va en faire des grands traumatisés. C'est peut-être parce qu'on va ne leur dire que oui qu'on va en faire des grands traumatisés, parce qu'ils n'auront pas de limites, ils n'auront pas de barrières, ils n'auront pas de compréhension du fonctionnement social. Donc ils sont en danger. C'est une mauvaise lecture de la fameuse éducation positive, en fin de compte. Trop de bienveillance frôle la malveillance. Dans le premier livre que j'ai écrit, alors, je suis maligne à en parler parce qu'il n'est plus édité, mais il n'empêche que je parle des parents trop bienveillants et je les inclus dans les parents maltraitants, parce que trop de bienveillance, soit parce qu'on a peur de mal faire, soit parce qu'on a peur d'être un mauvais parent, soit parce qu'on a peur de dire non à nos enfants et qu'ils ne nous aiment plus. Mais la trop grande bienveillance qui repose sur une peur, elle ne fait que nuire à l'enfant. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème de positionnement, il y a au nom de l'enfant qu'il faut respecter, Dieu sait qu'il faut le respecter, au nom de l'enfant qu'il faut élever, Dieu sait qu'il faut les élever. On en fait des enfants rois et des tyrans, mais des tyrans qui n'ont vraiment plus aucun code, de rien. Quand je fais preuve d'optimisme, je me dis il va falloir 2 générations pour que ça commence à bouger. Pour récupérer Je pense ça veut dire quoi ? Se resituer dans une nouvelle morale ? C'est se resituer, et c'est que ce qui aura commencé à être mis en place devienne un peu pérenne. Quand je dis 2 générations, c'est que j'ai 50 ans, mais les enfants ont donc entre 20 et 25 ans, donc forcément j'en côtoie. Dans les personnes que j'ai en consultation, il y a beaucoup de personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Et c'est la manière dont ils observent, et c'est ce qui est en train de se mettre en place chez eux, qu'ils transmettront à leurs enfants, donc dans 2 générations, qui fera qu'il y aura une évolution qui commencera, je pense, j'espère, à devenir un peu positive. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, sans remonter au XVIIIe siècle, mais si on remonte à la fin de la guerre de 40, on est passé par une période de reconstruction, ça c'est certain. On est passé par les 30 Glorieuses. On a eu tout très vite, beaucoup.
une surconsommation, le droit à la possibilité de voyager très vite, très loin, la possibilité de communiquer de plus en plus, l'arrivée de ce qui, à mon sens, est un des drames de notre société, la publicité à outrance. Donc l'envie, le désir qui sont tout le temps stimulés avec beaucoup de moyens. L'économie, pendant 30 ans, elle s'est bien portée. Et on a eu des réactions face à tout ce qui nous était proposé tout d'un coup, qui sont de l'ordre du surémotionnel, comme l'adolescent auquel on n'aurait pas donné de limite avant, puis on lui donne tout d'un coup tout. Et c'est surémotionnel. Surstimulation. Oui, tout le temps. Et tout d'un coup, on nous dit, vous n'aurez plus. Vous n'aurez plus, mais vous avez le droit de ne pas être content. Vous faites quoi si on vous dit, t'as tout eu, puis là, je te retire tout et t'as le droit de râler? Vous râlez. Si on vous dit, tu as le droit d'exprimer exactement ce que tu es, comme laisserait faire un parent trop bienveillant à son adolescent, parce que tu es libre. Et en revanche, si les autres disent, là, tu vas un peu trop loin, c'est les autres qui sont méchants. Ben, vous exprimez tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et si chacun est libre de le faire, s'il n'y a plus de sens commun, s'il n'y a plus de valeurs communes, si on n'est que dans l'émotionnel, si on ne construit jamais rien, il se passe que... Il n'y a qu'à voir, j'évoquais les complots tout à l'heure, quand on parle aujourd'hui des mouvements, tous les mouvements contestataires qu'on appelle les mouvements woke, c'est exactement le même mouvement de pensée aussi. C'est on conteste, on casse consciencieusement tout, mais on ne propose rien. Mm-hmm. Enfin, moi, je veux bien qu'on casse. Pas. Ouais. On ne propose pas, en tout cas. Il faut au moins une proposition. C'est bien beau de dire, et Dieu sait que les violences, j'en entends tous les jours, j'accompagne les victimes tous les jours. C'est bien beau de dire les violences conjugales, tout à l'heure je disais structurellement, il y a le patriarcat, c'est certain. C'est bien beau de se dire, on va casser ces systèmes qui sont coercitifs, oppressifs. Oui, mais on met quoi en face? Si le sujet c'est de dire uniquement c'est la faute des hommes, d'accord, très bien, et on fait quoi? Et moi, j'aimerais que la réflexion, elle aille un peu plus loin en disant, puisque c'est la faute des hommes, eh ben, on va défendre les femmes, mais on va éduquer les hommes. Donc on va défendre les petites filles, et puis on va éduquer les garçons, mais on va aussi éduquer les petites filles pour qu'elles soient à même de répondre, pas dans le combat, pas dans la revanche, pas dans la vengeance, mais qu'elles soient à même de répondre, c'est-à-dire ensemble, en fait, on va faire quelque chose. Si on veut plus de ce qui a existé, au moins qu'on construise différemment ensemble. Alors qu'on est dans la division à tous les niveaux. On est dans le contre. Alors c'est les femmes contre les hommes contre les femmes, les riches contre les pauvres et les pauvres contre les riches. Et c'est pas parce que ça a toujours existé. Les genres contre les genres. Voilà, ou les non-genrés. Alors moi, Dieu sait que je peux comprendre la défense justement de la sexualité ou de la sexualisation ou du genre de la personne. Mais encore une fois, pas n'importe comment. Et aujourd'hui, on est dans je suis pas d'accord, j'ai le droit de pas être d'accord, donc je crie très fort, tout en s'appropriant quelque chose qui c'est pas ma faute. On m'a dit que j'avais le droit d'être victime. Donc je le revendique, je suis victime, c'est pas ma faute, puisque si je suis victime, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais je vais rien faire pour essayer de comprendre pourquoi l'autre est devenu agresseur. Il s'agit pas d'excuser, il s'agit de construire, encore une fois. Donc en face, j'ai le droit, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait... Tu as le droit, d'accord, qu'est-ce que tu proposes? Mais vous savez, les victimes de violences conjugales, qui, pour certaines, vivent des choses absolument abominables. Moi, cette semaine, j'ai une patiente qui a mis fin à ses jours. Ça a été compliqué et en même temps, elle a, ce qu'elle a vécu, enfin, son parcours de vie, son ex-conjoint l'avait déjà... psychiquement tellement abîmée, tellement tuée que ce qu'elle a traversé depuis 1 an avec la crise du Covid a conduit à ce geste définitif. Je crois qu'on est à plus de 30 féminicides depuis le début de l'année. On n'est guère que le 9 avril aujourd'hui. Quand on dit 30 féminicides, ça veut dire qu'il y en a plus. Parce que justement, si j'évoque cette personne qui a mis fin à ses jours, c'est que pour moi, les femmes, parfois les hommes, qui passent à l'acte et se suicident dans ces situations de violence conjugale, j'ai tendance à considérer que c'est un suicide forcé. Il y a d'ailleurs une loi qui est réfléchie, je crois même qu'elle a été votée pour le suicide forcé, enfin concernant le suicide forcé. Donc moi, toutes les victimes que j'accompagne, qui parfois ont traversé des situations qui sont
inimaginable. Je leur dis, voilà, si vous voulez plus être victime, si vous voulez vous sortir de cette situation d'emprise, il faut que vous vous proposiez quelque chose. Donc, il faut projeter quelque chose. Au-delà de projeter à 1 an ou à 10 ans. Il faut projeter, il faut se voir autrement, il faut se décaler sur son chemin, il faut se donner les moyens de croire que autrement est possible. Donc, il ne faut plus donner la priorité à l'autre, mais il faut redonner la priorité à soi. Par rapport à tous les mouvements contestataires, et c'est « j'ai le droit », ok, donc si tu as le droit de critiquer et d'attaquer, tu peux, mais donc tu as aussi le droit d'avoir ta pensée propre et de proposer quelque chose. Ce que tu proposes, c'est quoi ? Parce que sinon, on reste dans l'émotionnel, schématiquement de l'adolescent, qui va claquer la porte, parce que ses parents ne comprennent rien. Ça s'arrêtera au coup d'éclat. Voilà, la porte, elle est claquée, et puis on va pas très loin. En revanche, l'adolescent qui peut dire « j'en ai ras-le-bol, là je sors, mais je sors parce que j'ai décidé de faire ça », il fera peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, il a décidé de faire. Au moins, il met en œuvre une action. Et parce qu'il aura mis en œuvre une action, il aura donné un sens à son refus. Et à partir du moment où on redonne un sens, on peut commencer vraiment à réfléchir autrement. Ce qui manque, c'est du sens. On nous a retiré le sens. On n'a plus envie de mettre du sens. On est obligé à être dans l'action, dans la performance, dans le résultat. Et le sens... Sans pour autant qu'il y ait un sens. On retourne vers le sens un peu. On nous invite à aller vers le sens, heureusement. Mais c'est difficile à trouver en ce moment. Alors, un petit scoop, mini scoop. J'ai un prochain livre qui devrait sortir en principe au mois de juin, et dans lequel je me suis amusée à déterminer une espèce de norme, un peu comme il y avait les normes ISO, pour qualifier la façon, enfin voir si on est... La grande question des gens, c'est est-ce que je suis normale ? Voilà, est-ce que je fonctionne normalement ? Ça veut dire quoi normalement ? Je ne sais rien. Donc j'ai essayé de définir une norme par rapport à ce que la société est et comment elle fonctionne aujourd'hui. Cette norme, je l'ai appelée la norme IPAN, à savoir I comme immédiateté, P comme performance, A comme appartenance et N comme normalité telle qu'on l'imagine, la normalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir un résultat immédiat, on nous demande d'être performant, quoi qu'on fasse. Il faut être performant. Vous commencez à faire un gâteau, il faut tout de suite que vous soyez le meilleur pâtissier du monde. Mais bon, c'est pas très grave. On écrit un livre, il faut que ça soit le prix Goncourt. On est jeune maman, jeune papa, il faut qu'on soit le meilleur parent au monde. Donc la performance, elle est partout. Le A, donc de l'appartenance, c'est que c'est une réalité. On ne se croit ou on ne se sent réellement existant que si on se sent appartenir ou en connivence ou un groupe, à une communauté. Un groupe. Mais déjà, il faut s'appartenir à soi. Donc c'est revenir à soi. Et ça, on ne se laisse pas le temps. Et le N de normalité, c'est par rapport à ce que l'on croit être une normalité, de ce que l'on observe au travers de ce que les médias nous renvoient, voire la pub nous renvoie. Mais est-ce que c'est la normalité, en fait ? Où elle est, la normalité ? Donc je me suis amusée à faire cette petite norme en me disant, tiens, qui est IPAN et qui ne l'est pas aujourd'hui ? Alors qui ne l'est pas ? Moi, je suis... je vais vous dire, je suis pas dans l'immédiateté. Comment résister à l'IPAN ? Pour terminer, on va terminer là-dessus, Anne-Laure. Comment résister Je crois que quand on s'accorde le droit d'être épuisé, quand on se regarde et qu'on dit là, je suis fatiguée, on commence à limiter ça. Je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée ? Pourquoi je me sens triste ? En ce moment, Dieu sait que c'est la mode. Pourquoi je me sens triste ? Pourquoi j'y arrive plus ? Donc, à quoi en fait je cherchais à répondre ? Et quand on commence à se poser ces questions-là et à tirer les fils, on s'aperçoit qu'on est moins dans l'urgence, que oui, on n'a pas immédiatement répondu à son patron, répondu à son enfant, répondu à son conjoint, répondu à son parent, fait le ménage, renvoyé une facture. On n'est pas pour autant en danger. Si ce temps-là, il nous a servi à être à ce moment-là au plus proche de nous. Alors bien sûr, si c'est un temps qui dure 6 ans et qu'on oublie la terre entière, là on est en danger. Mais c'est prendre un peu le temps, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire prendre un peu le temps. Prendre le temps. De s'accepter, d'accepter aussi, de s'arrêter. Je veux dire presque prendre le temps aussi de se dire, là on traverse cette année qui est complètement délirante. On évoquait tout à l'heure, en dehors de l'antenne, le fait qu'on n'a plus nos repères temporels. En principe, on sait quand sont les rentrées et les sorties scolaires et les vacances. Et là, c'est tout le temps chamboulé. Donc rien que ça, on ne sait plus... Et se dire, finalement, je dépends de repères qui ne m'appartenaient pas. Donc, je vais me réinstaurer des petits repères, des petits rythmes, me remettre dans ma régularité, me remettre dans mon temps. Ça n'empêche pas d'être... On est nécessairement dans le temps social.
Donc c'est aussi dans ce temps-là, qu'est-ce qui m'appartient à moi, et Une revenir bonne à ça. question à poser aux auditeurs de ce podcast. Quels sont mes repères à moi? Quels sont vos repères, quels sont vos temps à vous. Et même si on ne peut pas les vivre tous les jours, si le temps propre à une personne, c'est le temps de la lecture, je suis pas encore tombée sur la tête, donc je sais très bien qu'on n'a pas forcément le temps chaque jour de lire, mais c'est s'accorder au moins le droit de penser qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de lire, mais demain je m'accorde ce temps-là, le temps de marcher, le nombre de fois où on entend j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'appeler, j'ai pas le temps de faire ci. Prenons le temps, ralentissons ce monde. On nous le demande pour le climat, on nous le demande pour l'écologie, mais la première des écologies, c'est l'écologie personnelle déjà, c'est notre écologie. Et identifier ses priorités. C'est essentiel. C'est essentiel. La priorité aujourd'hui, elle est de rester en bonne santé. Donc identifier sa priorité, ça veut dire quoi en fait individuellement pour chacun? Qu'est-ce que c'est rester en bonne santé? Est-ce que c'est justement, quand on dit aux personnes sortez de chez vous, allez marcher pendant 1 heure, si ce sont des personnes qui sont actuellement très inquiètes par rapport au risque d'une contamination, on ne va pas les obliger. Donc c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pendant 1 heure pour vous? La priorité, elle est là. Mais pourquoi est-ce que... Après, c'est de la thérapie. Pourquoi est-ce que vous avez tant peur de la maladie, etc., etc. Mais c'est... Priorité de vivre, de continuer à vivre. Et de mettre un sens dans ça. Oui, parce que moi, si vous me dites allez marcher 1 heure par jour, si c'est pour vous obéir, je le ferai. Mais j'en profiterai pas. Si je me dis je vais aller marcher 1 heure par jour, je le ferai peut-être pas tous les jours. Si les jours où il fait un froid de canard, où il pleut des cordes, vous me verrez pas dehors. Mais en revanche, je sais, je m'approprie ce désir-là, et après je m'en approprie le besoin. Et c'est ça qui nous manque, c'est de se réapproprier ce qui est nos essentiels. Et puis Anne-Laure, accepter aussi de reconnaître parfois qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin peut-être de consulter, en tout cas d'appeler à l'aide, d'aller parler. D'aller parler. Même si on n'arrive pas à les consulter, même si pour beaucoup de personnes, et pour plein de raisons, et une raison, entre autres, en ce moment, c'est la raison économique, parce que il est certain que ça coûte cher, parce que c'est vrai que je sais que nous, côté professionnel, on fait tous des efforts, qu'on a pour beaucoup baissé, voire annulé le prix de certaines consultations. Là, c'est un coût, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de dire je vais consulter plusieurs fois quelqu'un, mais aller parler. Autrefois, alors là en ce moment au moins le problème est réglé, ça n'existe plus du tout, mais autrefois on allait parler dans les bistrots aux garçons de café. Et c'était vachement important. On avait une personne à qui parler, au moins dans la journée. Je veux dire, les coiffeurs, je suis très contente qu'ils n'aient pas fermé là, parce qu'aller parler à son coiffeur, c'est important. Moi, j'ai une patiente qui, avant d'entrer en thérapie, pendant plusieurs années, sa thérapie, c'était de prendre des taxis quand ça allait pas bien. Et elle disait au chauffeur du taxi, elle disait, vous me faites faire le tour du périph', mais vous allez m'écouter. Donc elle se faisait son heure de périph', elle payait son heure de périph'. Et voilà, et puis jusqu'au jour où elle s'est dit, j'aurais peut-être besoin aussi d'un retour, donc aller en thérapie. Mais oui, on a besoin de parler. Et quitte à parler, en l'occurrence, moi je parle à mes animaux, je sais qu'ils me comprennent. Je comprends rien quand ils me répondent, mais je sais qu'ils me comprennent. Mais oui, on a besoin d'entendre le son de notre voix. Ouais. On a vraiment besoin. Donc c'est important ça. Vous savez, vous allez dire que je me fais de la pub, mais le livre dans lequel il y a cette norme que j'évoquais tout à l'heure, qui doit sortir en principe dans 2 mois, il s'appelle Au secours, je vais bien. C'est pas, si j'ai choisi ce titre-là, c'est pour toutes ces personnes qui pensent aller bien et qui n'osent pas le dire parce qu'autour d'elles, il n'y a que des personnes qui vont mal et elles se croient dérangeantes. C'est pour les personnes qui vont mal et qui n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de gêner l'autre ou de déranger ou de faire le pleurnichard là où elles pleurnichent pas, juste elles vont mal. Pour les personnes qui ont le sentiment qu'en face d'elles, il y aura toujours... du silence, de l'incompréhension, qu'elles seront jamais entendues. Voilà, c'est au secours, je vais bien. C'est toute l'ambivalence dans laquelle on est d'ailleurs actuellement. On a le droit d'aller bien malgré le Covid. Mais si on va mal, c'est pas grave non plus de dire je vais mal alors qu'en apparence tout va bien. 3 livres à retenir aussi, Anne-Laure Buffet, à lire évidemment. Les mères qui blessent,
les prisons familiales et puis ces séparations qui nous font grandir. Ah, Séparation est sorti. Je crois que j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment ri, puisque ce livre sur les séparations qui nous font grandir est sorti le 12 mars 2020. Nous étions confinés le 16 mars. Je me dis là, j'ai vraiment un sens Alors, du séparation, c'est timing. couple, amitié et travail. Ouais. Hein. La rupture peut-elle aider à devenir soi aussi. Donc, d'actualité. Et les 3 aux éditions Erol. Les 3, ouais. Voilà. Belle maison. Juste, si vous me permettez, pour ces mères qui blessent, c'est un livre, c'est vrai, qui parle des comportements malveillants ou maltraitants émanant des mères. Je le dis parce que j'y tiens. C'est un livre qui ne se revendique pas comme étant féministe, mais même s'il y a toute une partie qui effectivement met en avant des comportements maltraitants, la deuxième partie du livre, c'est aussi sur toutes les raisons structurelles, sociales, et puis sur des décennies qui font que certaines femmes n'ont pas pu être mères, n'ont pas pu être bonnes mères, ou ont été maltraitantes par défaut, parce que derrière, il y avait un système, il y avait une famille, il y avait un père, il y avait déjà une maltraitance, et qu'elles n'ont pas pu être la mère qu'elles auraient dû être si elles avaient été libres de l'être, justement. Donc je tenais à le dire, parce que je ne tape pas... La précision est importante. La précision était importante pour expliquer le titre et le contenu de l'ouvrage. Allez, la question fatidique, Anne-Laure Buffet. Oui. La fenêtre ouverte. Si on ouvrait la fenêtre, là. Alors là, tout de suite, si je l'ouvre, je vais dire ce que je vois. Si j'ouvre votre fenêtre, je vois un marronnier qui a fleuri. En fleurs, oui. Et je trouve ça très, très joli. Rose. Oui, en fleurs roses. Et ça me fait penser à un pommier que j'ai planté chez moi il y a 2 ans. Et qui, cette année, fait plein de fleurs. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a. Il doit être schizophrène parce qu'il me fait des fleurs blanches, très blanches, et des fleurs très, très roses. Donc, voilà. Et si j'ouvrais la fenêtre, si j'ouvrais une fenêtre un peu plus symbolique, ça serait sur le mois de septembre. Moi, je vise le mois de septembre. Alors, c'est curieux de penser que le renouveau arrivera juste avant l'automne. Mais... qu'est-ce que je vais faire, moi, enfin je le sais, mais c'est 4 mois jusqu'à septembre, ce que je vais faire chaque jour pour qu'à partir de septembre, quel que soit l'état sanitaire en France, je puisse à nouveau me sentir plus en vie. Merci Anne-Laure. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.